Je m'appelle Frédéric Camblor, je suis développeur web chez 4SH, une petite société de services qui est à Bordeaux. Voilà, web et mobile. On fait plein de choses, notamment du web et du mobile. Je vais commencer par vous poser une première question. Est-ce qu'ici, il y a des gens qui n'ont jamais de problème avec les dates et le temps? Ok. Bon, souvent, c'est les juniors en fait qui lèvent la main. Donc il n'y a que des vieux ici. Désolé. Ok. Alors en fait, il ne faut pas avoir honte de se planter parce que c'est arrivé aux meilleurs. C'est arrivé à Apple, c'est arrivé à Microsoft, c'est arrivé à Twitter. Les plus vieux d'entre vous, je pense, se rappellent encore du bug de l'an 2000 qui nous avait promis l'apocalypse. Et bon, finalement, c'est pas arrivé. Enfin, il y en a eu, mais c'était pas l'apocalypse. Tout ça pour dire qu'en fait, il faut vraiment dédramatiser ces bugs. Vous n'êtes pas les premiers et vous serez sûrement pas les derniers à faire des bugs sur le temps. Donc maintenant qu'on est tous détendus, on va voir un peu comment la notion du temps a évolué justement au cours du temps. On va remonter un peu en arrière. Il y a très longtemps, avant qu'on ait des montres au poignet, on se repérait avec ça. Donc le principe de ça, donc ça c'est une horloge solaire. Le principe de ça, c'est que on regarde le soleil et quand le soleil il est au zénith, il est midi. Midi, c'est le milieu de la journée. Voilà. Donc il y a donc ça c'est ce qu'on appelle l'heure vraie. Donc, ce qu'on surnomme l'heure vraie. Bon, il y a quelques inconvénients. Quand il fait pas soleil, ça marche moyennement bien. Quand il fait nuit, ça marche encore moins bien. Et puis, un autre inconvénient, en fait, c'est qu'en fonction de là où vous vous trouvez, il va être midi à des moments différents. Alors, c'est pour ça que ça me posait un peu des problèmes quand on prenait... à l'époque, quand on appelait son coiffeur pour prendre rendez-vous de Bristol à Greenwich et qu'on disait « j'aimerais bien prendre rendez-vous pour midi », ce qui est complètement intemporel. Le téléphone n'existait pas à l'époque. À cette époque-là, on ne pouvait pas caler un rendez-vous pour une heure bien précise. Donc c'est pour ça que les heures standards ont été mises en place à Greenwich, donc qui est le méridien d'origine, et qui permettait de dire, quand le midi Greenwich, en fait, ça pouvait être différent de l'heure solaire qui se basait sur le zénith, qui se basait sur le soleil qui était au zénith. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le référentiel GMT, pour Greenwich Mean Time. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Je ne sais pas si ça, par contre, vous le savez, c'est que GMT, c'est déprécié aujourd'hui. Donc c'est déprécié au profit d'UTC. Alors ça aussi, je pense que vous en avez entendu parler. Mais du coup, s'il y en a un qui est déprécié et pas l'autre, ça veut dire que c'est pas la même chose. Alors on va essayer d'un petit peu comprendre quelle est la différence entre GMT et UTC. Et donc pour répondre à cette question, il va falloir définir ce qu'est une seconde. Alors, une seconde, c'est une unité du système international. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde utilise la même unité sur la planète. C'est pas mal. On n'a pas des Américains qui comptent le temps de manière différente des autres. Ça, c'est plutôt pas mal. Bref. Et je ne sais pas si vous êtes déjà demandé pourquoi une seconde durait une seconde. Enfin, pourquoi il vient de se passer 5 secondes environ. En fait, tout ça, c'est vraiment une notion de confiance. Il va falloir que les humains, pour définir cette notion qui est le temps, se sont toujours basés sur des éléments qui devaient être réguliers et mesurables pour pouvoir calculer le temps qui passe. Et donc, on a commencé à mesurer ce temps qui passe avec un phénomène qui était astronomique, donc le Soleil, parce que le Soleil, on s'est aperçu que c'était relativement régulier, qui repassait au zénith tous les jours. Et donc, on a considéré qu'une période de rotation du Soleil autour de la Terre correspondait à une journée. Et donc, c'est en 1889 que la première définition de la seconde est énoncée. Une journée, c'est 24 heures. Une heure, c'est 60 minutes. Une minute, c'est 60 secondes. Donc, une seconde, c'est 1,86 400e de jour. Ça, c'est la définition de la seconde en 1889.
Alors c'est un truc qui n'est pas ultra précis, 1,86 400e d'une rotation du Soleil. Alors cette définition, elle a évolué au XXe siècle. Je vous passe les redéfinitions parce que c'était un peu compliqué aussi à expliquer, je vous avoue. Pour en arriver à un nombre, celui-là, 9 192 631 770. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond? Alors, il y a atomique par là, il y a eu un gros bout bleu, à part ça. En fait, c'est le nombre d'oscillations, enfin de changement d'état, pardon, d'un atome de césium-133 en une seconde. Et ça, c'est la dernière définition de la seconde à aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui définit le temps, ce qu'on appelle le temps atomique international. C'est ce qu'on a dans une horloge atomique, en fait. Dans une horloge atomique, on observe ces changements d'état d'un atome de césium, on les compte, et quand il y en a eu 1 milliard et quelques qui se sont passés, il s'est passé une seconde. Donc là, on commence à avoir des nombres qui sont une précision qui est beaucoup plus importante que le 1,86 400e de jour. Et ça nous permet de faire des mesures beaucoup plus précises. Et notamment, je ne sais pas si vous le savez, mais la définition aujourd'hui du mètre, elle est basée sur la vitesse de la lumière. Et qui dit vitesse dit temps, et donc qui dit temps dit seconde. Donc si on veut avoir une précision très fine sur ce que vaut un mètre, il faut avoir une définition très précise de combien de temps prend une seconde. Okay, donc c'est pour ça qu'on a poussé un peu plus précisément cette mesure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le temps atomique international. Il a été défini en 1967 et instauré en 1972, donc c'est quand même un truc assez récent. Et donc, le temps atomique international va être la base d'UTC. Donc UTC, c'est vraiment quelque chose qui est basé sur le temps atomique international. Une des propriétés d'UTC, c'est que ça va être agnostique de toute notion de géographie, de géopolitique. Il n'y a pas de notion de changement d'heure d'hiver, d'heure d'été en UTC. Il va être stable et continu dans le temps. Son époque est le 1er janvier 1970, ça je pense que vous le savez, heure de Greenwich. Attention, l'époque, ça ne signifie pas que tout ce qui est antérieur à cette date n'existe pas. Ça veut juste dire qu'on passe en négatif. C'est-à-dire si on veut représenter une date en 1950, ce sera juste un nombre. Donc on va voir juste après, on va parler de timestamp, mais ça va être des timestamps négatifs. Des époques, il en existe plein. J'ai appris ça en préparant le talk. Celui-ci est sûrement le plus connu, mais il y en a d'autres. Par exemple, Apple, ils ont créé une époque à la sortie de OS X. Le jour de la sortie d'OS X, c'est l'époque pour Cocoa, je crois. Un truc comme ça. Le mec, il a un peu le boulard, quoi. Ok, donc si on revient maintenant à la différence entre GMT et UTC, je ne sais pas si du coup vous avez saisi un peu la différence. GMT, c'est quelque chose qui est basé sur l'astronomie, donc le Soleil. UTC, c'est quelque chose qui est basé sur les atomes, d'accord. Et en fait, la précision d'UTC est bien plus précise que la période de révolution de la Terre sur elle-même, parce qu'en fait, cette période de révolution sur une année, c'est quelque chose qui est pas c'est quelque chose qui est soumis à variation, notamment des marées, des tremblements de terre. Il peut y avoir des petits deltas. Et donc, la période de révolution de la Terre sur elle-même, c'est ce qu'on appelle UT1. Et donc, la différence entre UT1 et le temps atomique international va être comblée avec ce qu'on appelle des leap secondes. Donc, les leap secondes, ça sert à ça, en fait. Ça sert à dire, en fait, quand je regarde mon atome de césium qui oscille comme ça très vite, et que je le compare avec la Terre qui tourne sur elle-même, j'ai des petits deltas. Et ces deltas, pour éviter qu'ils se mettent à faire nuit, ils se mettent à faire jour à minuit le soir, ce delta, je le comble dans quelques millions d'années, hein, on parle. Ce delta, je le comble avec ces ellipses secondes. Donc, il existe. Alors, ces ellipses secondes, elles sont déterminées par un organisme qui s'appelle l'IERS, qui publie tous les 6 mois environ un bulletin qui dit il va y avoir ou pas une ellipse seconde à fin juin ou à fin décembre. Et ça, on le sait pas très longtemps avant, c'est vraiment 6 mois avant. D'accord ? Parce que ça dépend de ce que je dis, effet de marée, tremblement de terre, etc.
Donc, pour résumer, l'ellipse seconde, ça sert à déterminer la différence entre astronomie et atome. Et donc, on pourrait se demander comment ces ellipses secondes elles sont transmises, comment elles sont communiquées. Et donc ça me permet d'introduire le protocole NTP, pour Network Time Protocol, qui part du principe que chaque ordinateur a en local une horloge à quartz, qui est bien moins précise qu'une horloge atomique. Vous allez, pareil que pour le Soleil, vous allez avoir des deltas. Et donc l'objectif, ça va être de synchroniser ces horloges à quartz avec ce qu'on appelle des nœuds racines, qui sont les premiers nœuds, là, qui sont, eux, synchronisés avec une horloge atomique. Donc il en existe environ 300 sur le globe, répartis un peu partout sur le globe, de ces nœuds racines. Et après, on va synchroniser de proche en proche, sur un rayon maillé, les horloges de chaque nœud. On estime aujourd'hui qu'entre un nœud racine et votre laptop, il y aura au max 5 sauts. Okay, donc on est quand même assez proche d'une horloge atomique. Et en fait, à chaque saut, par contre, il y a des phénomènes de latence qui font qu'on va perdre en précision sur la synchronisation par rapport à l'horloge atomique. Par contre, le protocole NTP vous garantit que cette imprécision sera toujours en deçà d'une seconde. Okay, donc ça reste quand même un truc assez précis. Ok. Donc la conclusion de tout ça, c'est que le temps, c'est une notion qui est très relative. Il y a quelques personnes qui ont fait des théories là-dessus. Donc ça dépend bien souvent de l'angle par lequel on le prend, et en fait l'angle de vue par lequel on le prend. Et donc on va voir un certain nombre d'angles de vue les plus communs en informatique. Et donc le premier, je pense que vous le connaissez tous, c'est les timestamps. Donc les timestamps, la définition, c'est le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis l'époque, donc depuis le 1er janvier 1970, depuis l'époque Unix. Et puis là, déjà, vous pouvez voir qu'on n'est pas tout le temps, d'équerre par rapport à la précision d'un timestamp. Des fois, ça peut être en secondes, des fois, ça peut être en millisecondes. Le problème, c'est que si vous preniez le premier, ça pourrait être aussi un timestamp en millisecondes. Et du coup, comment on sait si on parle d'un timestamp en millisecondes ou en secondes? Donc ça, là, il y a un peu une notion implicite sur laquelle il faut se mettre d'accord. L'information de timestamp ne porte pas en elle-même sa précision. D'accord. Généralement, les timestamps, ils ont été pendant longtemps stockés sur 32 bits. La partie seconde, en fait, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on stocke la partie seconde sur 32 bits, et puis toute la partie précision, donc en millisecondes, nanosecondes, microsecondes, etc., on la stocke sur un autre octet. Et du coup, on a deux choses différentes comme ça. Et il y a un petit problème, en fait, en stockant les secondes sur 32 bits, c'est que 32 bits, c'est fini, la taille, elle est finie. Et si on considère, en fait, que le 0, c'est le 1er janvier 1970, et bien en 2038, on va voir ce qu'on appelle un overflow, c'est-à-dire que la seconde après cette date-là, on va passer en 1901, si vous stockez sur 32 bits vos timestamps. Okay, donc là, il va y avoir un bug. Il peut y avoir un bug. Et ça peut être embêtant, parce que si vous stockez des dates dans le futur aujourd'hui, longtemps dans le futur, genre si vous stockez une date pour dans 20 ans, et que vous stockez ça sous forme de 32 bits, vous avez perdu, quoi. Alors, bon, ce problème, il est connu. Généralement, on ne stocke plus des timestamps en 32 bits, mais sur des vieux systèmes, genre COBOL ou des choses comme ça, c'est encore le cas. D'accord ? Donc faites attention à vos dates dans le futur. On y reviendra sur les dates dans le futur. Il y a d'autres problèmes, mais il faut bien en être conscient. Un autre système qui est impacté par cet overflow, c'est NTP. NTP, aujourd'hui, il stocke les timestamps qui sont synchronisés de proche en proche, ils sont en 32 bits. Le problème, c'est qu'NTP, il ne calcule pas des dates dans le futur, c'est une date d'aujourd'hui. Donc en gros, ils ont jusqu'en 2038 pour faire évoluer le protocole et pour passer à 64 bits. Donc il y a encore un peu de temps. Ok, seconde mode de représentation, qui est un peu plus lisible qu'un timestamp d'un point de vue humain, c'est le format ISO 1601 RFC 3339.
Donc celui-là aussi, je pense que vous le connaissez. Donc quelque chose de beaucoup plus humain à lire, en tout cas. Une des particularités, c'est la partie à droite là, qui permet de définir ce qu'on appelle un time zone offset. On va y revenir un peu plus précisément juste après. Je ne sais pas si vous savez ce que le Z veut dire. Moi, je me suis toujours dit 0, Z comme 0. Ben non, c'est Zoulou. En fait, c'est, les Zoulous, ils étaient sur le méridien d'origine. Et du coup, on a mis Z pour Zoulou. Voilà. Donc, en fait, qui veut dire, c'est un méridien d'origine, donc il y a 0, il y a un offset de 0 par rapport à UTC, quoi. Alors, il faut faire attention, un même timestamp peut tout à fait être représenté par plein de dates ISO différentes, c'est le cas ici. Donc là, j'ai représenté le même timestamp avec des time zone offset différents. L'inverse n'est pas vrai, par contre, à partir d'une date time ISO, vous allez avoir qu'un et un seul timestamp qui va correspondre. Chronologiquement, sur une frise chronologique, vous me donnez une date time ISO, moi je suis capable de vous la donner de manière précise sur la frise chronologique. Ok. Dernier point, et alors celui-là, ça va être le point le plus embêtant, c'est ce qu'on appelle les dates et les heures locales. Alors les dates et les heures locales, en fait, c'est quelque chose qui est généralement localisé, qui est généralement lié à un endroit géographique. Et en fait, elles vont porter plein de notions implicites. Quand vous êtes en train de vous dire, entre vous, on va manger ensemble à midi, là, vous êtes en train de parler d'une heure locale. Vous n'allez pas dire je vais prendre rendez-vous à midi GMT plus 2 à votre pote, quoi. C'est implicite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des dates et des heures locales. Une des particularités des dates et des heures locales, c'est qu'à l'inverse des deux précédents formats, vous pouvez tout à fait les séparer. Vous pouvez juste parler de date ou juste parler d'heure et ne pas avoir les deux ensemble, alors qu'un timestamp et une date time ISO, c'était vraiment un tout, des heures, et ça représentait vraiment un moment dans le temps très précis. Là, en fait, si vous me donnez juste une de ces trois informations sans rien me donner de plus, je suis incapable de vous représenter ça sur la frise si vous ne me donnez pas plus d'éléments. Si vous ne me dites pas où est-ce que vous êtes quand vous parlez de ce truc-là, je ne suis pas capable de vous représenter ça sous la forme sur une frise chronologique. Ok, donc on a pu voir que tout était une question de perspective et d'angle de vue. Chaque représentation apporte des avantages et des inconvénients. Et on va aborder l'un des points maintenant les plus complexes qui soient sur les dates. J'ai nommé les time zones. Alors avant toute chose, sur les time zones, j'ai envie de clarifier un point. Par abus de langage, en fait, très souvent, on fait un amalgame entre deux choses, entre ce qu'on appelle une time zone. Donc, une time zone, c'est Europe-Paris, Amérique-New York, Antarctique, le pôle sud en Antarctique. La définition d'une time zone, c'est un lieu géographique et géopolitique qui observe une évolution uniforme de son heure. D'accord ? Et puis vous allez avoir des time zone offset. Les time zone offset, c'est tout simplement le décalage à une date donnée de l'heure locale de notre time zone par rapport à l'heure UTC. Okay ? Donc ça, c'est vraiment deux choses différentes et je vais essayer de pas faire d'amalgame quand je vais vous parler de ces choses-là. Quand je parlerai de time zone, ce sera vraiment un truc là-haut. Quand je parlerai de time zone offset, ce sera le truc en bas. Ok. Des time zones, il en existe plein. Donc ça, c'est une carte du monde avec toutes les time zones en verticale. Vous voyez qu'il y a des pays qui fonctionnent de manière un peu différente des autres. Par exemple, la Chine, on peut voir qu'elle est sur une time zone, qu'elle a adopté une seule time zone pour tout le pays, en fait, malgré le fait qu'elle soit sur plein de time zones différentes. Donc, bon, là, il y a des choses... on ne va pas détailler beaucoup plus longtemps parce qu'il y aurait plein de choses à dire. Juste un truc, je ne sais pas si vous savez, quel est le pays qui a le plus de time zones, enfin, qui utilise le plus de time zones, en fait. Alors, on peut penser que c'est la Russie, mais en fait, c'est la France, avec les dom-toms. Ok. Donc on est concerné en fait par ces problèmes de time zone. Un truc qu'il faut bien avoir en tête, c'est que une time zone ne peut pas vous donner un time zone offset.
Une time zone seule ne peut pas vous donner un time zone offset. L'exemple type, c'est l'heure d'été et l'heure d'hiver. Si vous placez sur la time zone Europe-Paris, en fait, en fonction de la date sur laquelle vous êtes, vous serez en UTC plus 1 ou en UTC plus 2. Okay, donc l'équation, c'est pas j'ai une time zone, donne-moi la time zone offset. La bonne équation, c'est celle-ci. C'est j'ai une time zone, donne-moi une date, donne-moi une table de conversion de time zone. On va y revenir un peu plus tard. Et à partir de ça, je peux avoir un time zone offset. Quelques points clés sur les time zones. Donc, une time zone définit des offsets depuis UTC. Ils vont varier de -12 à +14. En général, elles sont d'1 heure. Les time zone offsets sont d'1 heure, mais pas tout le temps. Par exemple, il y a les Chatham Islands qui ont une time zone de UTC plus 12,45 ou 13,45. Okay, donc ça peut ne pas être des nombres ronds. On descend rarement en dessous du quart d'heure quand même, je vous rassure. Aujourd'hui, en tout cas. Je ne sais pas si demain ça peut changer, mais aujourd'hui on n'est pas en dessous du quart d'heure. Il existe deux tables de référence, Yana et Windows Time Zone. C'est Yana qui est plus généralement utilisé, on va voir un exemple juste après. Et puis un fun fact par rapport au time zone, en fait il faut savoir qu'en 1909, aux Pays-Bas, dans la loi, il était marqué, ça faisait partie de la loi, entre 1909 et 1937, le time zone offset des Pays-Bas était de UTC plus 19 minutes et 32,13 secondes. Voilà. Bon courage pour calculer une date de naissance pour quelqu'un qui est né aux Pays-Bas dans ce créneau-là. Voilà. Bon, il y a plein de trucs rigolos sur le time zone. Donc ça, c'est un exemple de base de données Yana. Alors une base de données Yana, c'est un pauvre fichier texte, vous voulez voir, qui va énoncer en fait un certain nombre de règles pour définir quels sont les time zone offset en fonction du lieu géographique sur lequel vous vous trouvez, en fonction de la période, enfin, de la date que vous voulez calculer, etc. Et puis là, c'est ce qui nous intéresse, nous, en tant que Français et Européens, c'est que les changements d'heure d'été et d'heure d'hiver se font depuis 1981, le dernier dimanche de mars, et puis depuis 1996, le dernier dimanche d'octobre. Okay, c'est ce qu'il faut voir, la règle importante pour nous, c'est ce qu'il y a là. Et puis, vous voyez que 79, 78, 77, les règles étaient différentes. D'accord ? Donc là, quand vous déterminez le time zone offset en 1977, votre navigateur ou votre système ou Java ou peu importe, il va utiliser des trucs qui sont ces règles-là pour déterminer le bon time zone offset de votre date. Okay. Ce fichier, je l'ai extrait d'un repo GitHub dont je vous mets l'URL là-bas. Et en fait, si on va regarder ce repo GitHub, on s'aperçoit que des commits, il y en a assez régulièrement sur ce fichier. Quand je dis assez régulièrement, c'est 3-4 commits par semaine. Okay, donc les règles, elles changent assez souvent. Pour info, en 2018, il y a eu 9 releases de ce fichier, et en 2007, il y en a eu 3. Okay, donc ça peut changer les règles changent assez souvent. Du coup, vous pourriez peut-être vous dire, si ça change souvent, comment mon système il va se mettre à jour ? En fait, je vais prendre quelques exemples. Donc en Java, ce qu'il faut savoir, c'est que les TZ data de Yana sont packagés dans votre JRE. Donc si vous mettez à jour régulièrement votre JRE, vous bénéficierez à chaque fois des dernières versions des TZ data Yana. Okay. Si vous ne mettez pas à jour régulièrement votre JRE, vous avez un outil qui s'appelle le TZ Updater Tool, qui est fourni dans le JDK, je crois, et qui permet d'aller récupérer la dernière version des TZ Data Yana et de les intégrer dans votre JRE. Okay. Donc en gros, si vous lancez la bonne ligne de commande, vous pouvez être à jour sur votre système Java. Pour MySQL, c'est un peu plus roots. Ils vous disent, en gros, alors il faudrait que votre système Linux, dans lequel vous avez les TZ Data, là, elles sont dans USR Share Zone Info. Alors déjà, il faudrait que vous les mettiez à jour, premièrement. Et régulièrement, il faudrait que vous lanciez cette commande pour mettre à jour les tables système de MySQL pour intégrer ces règles régulièrement. Donc là, en gros, c'est à vous à vous débrouiller un petit peu. En Node, vous avez carrément un paquet
Donc il y a des versions, etc. Et du coup sur lequel il faut s'aligner si vous voulez bénéficier des dernières versions. Concluant tout ça, c'est vraiment posez-vous la question. Est-ce que c'est vraiment critique de ne pas être à jour sur ce fichier? Clairement, si vous êtes sur une application franco-française, c'est peut-être pas, les règles ne vont pas changer tous les 4 matins. Spoiler alert, ça va peut-être changer dans pas très longtemps. Mais normalement, ça ne devrait pas changer très souvent. Si par contre vous êtes sur une application qui est déployée dans le monde entier, avec des utilisateurs dans le monde entier, etc., ben là, peut-être, et que les dates et les heures, c'est quelque chose d'important pour votre application, ben, posez-vous peut-être un peu plus la question. Pour information, ouais, alors du coup, sur les TZ Data, quelques points clés. Donc c'est quelque chose qui est très lié à la géopolitique. Les règles changent fréquemment, régulièrement, voire subitement. Il y a un exemple en Russie en fait, où ils ont décidé de changer de time zone offset et ils l'ont mis en application 1 mois après l'avoir décidé. Okay, et ils n'en avaient pas parlé avant. Il y a 1 mois entre le moment où on annonce on change de time zone offset et ça doit marcher dans les applis, quoi. Un peu compliqué. Et puis il y a depuis quelques mois une consultation européenne qui est en cours, enfin qui est plus qu'en cours, ça a été entériné, qui vise à abolir l'utilisation des heures d'été et d'heures d'hiver dans les pays européens. Donc l'Europe s'est prononcée pour cette abolition-là. En France, il y a une consultation du coup, qui a été mise en place. Il y a eu un sondage qui a eu 2 millions de votants et sur lequel il y a eu 83% qui étaient pour la fin du changement d'heure et 59% qui choisissaient de rester sur l'heure d'été, donc en UTC+2. Et donc du coup, ça veut dire que si on change la règle du jeu de dire on ne change plus d'heure d'été et d'heure d'hiver, il y aura une nouvelle entrée dans la time zone NEANA. Il faudra que vous mettiez à jour vos systèmes, etc. etc., etc. Okay. Maintenant, vous savez comment faire. Un truc important sur la TZ Data, c'est que vu que ça change souvent, il ne faut vraiment rien considérer comme acquis. Et du coup, il y a un petit problème, c'est que si vous commencez à calculer des dates dans le futur, vous allez émettre une hypothèse qui est que votre référentiel IANA d'aujourd'hui n'aura pas changé d'ici à la date que vous aurez calculée dans le futur. Et ça, c'est une mauvaise hypothèse, parce que potentiellement, il aura changé. Okay. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut éviter de faire des dates dans le futur. Des fois, vous n'aurez peut-être pas le choix, mais déjà, premièrement, si vous pouvez éviter de le faire, évitez de le faire. Si vous n'avez pas le choix, le truc qui est important, c'est qu'il faut absolument que vous stockiez la time zone dans laquelle vous étiez, de manière à ce que vous sachiez dans 5 ans, par exemple, que c'était cette time zone qui est à l'origine de la création de cette date, et pour être capable de vérifier si les règles ont changé entre le moment où vous l'avez générée et le moment où elle s'applique vraiment, pour potentiellement appliquer un offset différent. Okay. Ça sera votre seul moyen de corriger le problème. Si vous ne faites pas ça, si vous ne stockez pas la time zone à côté de votre date dans le futur, vous ne serez pas capable de corriger votre problème. Okay. Donc, stockez votre time zone. Ok, donc là on a parcouru la plus grosse source de bizarrerie. Il en reste encore un gros sujet à aborder, les heures d'été et les heures d'hiver. On en a un petit peu parlé, mais pas très précisément. Donc heure d'été, heure d'hiver, en gros, alors là je vais me focaliser sur le changement d'heure d'été, on verra l'heure d'hiver juste après. Changement d'heure d'été, c'est en gros, on passe quand il est à 2h du matin, pour nous, on avance l'horloge et on fait passer à 3h du matin. Donc ça veut dire que tout le continuum entre 2h et 3h du matin n'existe pas. L'heure entre 2h30 n'existe pas le jour où on change d'heure d'été. Okay. C'est ce qu'on appelle des local time gaps. Je vous le démontre ici. Donc là, c'est du pseudocode, c'est du Moment.js raccourci. Mais en gros, c'est le comportement qu'a Moment.js en JS. Si je lui donne cette date time et cette time zone, il me dit bah, tu es en UTC+1. Ok. C'était avant le changement d'heure. Je fais exactement la même chose, je rajoute 1 heure. On m'a dit il est 3h10 du matin, mais cette fois-ci, tu es en UTC+2. Okay. Jusque-là, pas de souci. Un truc qui est important de savoir, peu importe la librairie, donc là je parle de Moment.js, mais c'est général à tout. Posez-vous vraiment la question sur ce que je vais vous dire là.
comment se comporte votre librairie quand vous lui donnez une date qui n'est pas censée exister. Genre, je lui donne ça. Bah là, Moment.js, il est plutôt sympa. Donc je lui donne 2h10 du matin, une règle qui n'existe pas. Bah, Moment.js, il est plutôt sympa, il me la redresse. Donc il me dit 2h10, ça correspond finalement à 3h10 UTC+2. Donc là, il est plutôt sympa. Java, il pète une exception, par exemple. Si vous faites un truc comme ça. Et ce comportement-là, je te donne une date qui n'existe pas, qu'est-ce que tu fais avec elle? Il faut absolument que vous sachiez comment ça se passe. Parce que il faut que votre application réagisse correctement. Ça peut être dans votre calendrier, vous mettez des slots qui sont vides, qui ne peuvent pas être remplissables par l'utilisateur ou des choses comme ça. Mais c'est quelque chose qui doit être pris en compte fonctionnellement sur votre application. Okay. Changement d'heure d'hiver. Donc là, c'est la règle inverse. Il est 3h du matin, on recule l'heure et à 3h du matin, on remonte dans le temps et il est 2h du matin. Donc ça veut dire que tout le continuum de 2h à 3h du matin, il existe 2 fois. Okay. Donc là, je reprends l'exemple. Je me mets à 2h10 du matin, UTC+2. J'ajoute une heure. Il est encore 2h10 du matin, mais cette fois-ci, je suis en UTC+1. Là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un truc qui est important. C'est que sur le premier coup, là aussi, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez comment votre librairie se comporte quand il y a 2 choix possibles. Là, quand je lui ai donné 2h10 du matin, elle m'a retourné UTC+2, elle aurait très bien pu me retourner UTC+1. Il n'y a rien dans ce que je lui ai donné qui fait qu'elle devrait me retourner l'une ou l'autre, quoi. Donc elle aurait même pu lancer une erreur en me disant je ne sais pas laquelle prendre, tu devrais me donner un discriminant ou quelque chose comme ça. Bon, là, Moment.js, il a fait un choix. J'irai plus loin que ça. Le résultat de cette première ligne-là, il dépend de votre navigateur. Vous avez une famille de Edge et Safari qui vous retournent un offset, et vous avez Chrome et Firefox qui vous retournent un autre offset, quand vous êtes dans ce cas-là. Voilà. Bon courage. Ok. Ce qu'il faut, par rapport au DST, il faut être bien conscient que tout le monde ne change pas d'heure forcément en même temps dans le monde. Donc des fois, vous allez avoir des écarts. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec les US, typiquement. Ils ont généralement un changement d'heure d'été ou d'heure d'hiver qui est de 3 semaines. Enfin, il y a en gros un shift qui est de 3 semaines par rapport à nous. Donc en gros, il y a un moment où vous êtes dans une période intermédiaire où le shift, soit il s'est comblé, soit il s'est agrandi. Et puis 3 semaines après, vous repassez sur un écart de votre écart d'origine. Donc ça, il faut en être conscient. Et un truc, du coup, par rapport à tout ce que je viens de dire, notre batch de facturation passe tous les jours à 2h30 du matin heure locale, car il s'agit du moment où le système est le moins sollicité. Bon, voilà votre batch de facturation, le jour où il y a un changement d'heure, soit il passe pas, soit il passe 2 fois. Okay. Donc faites attention à vos crons. Bon, normalement, vos crons, vous les faites en UTC. Parce que vous faites bien les choses. Si vous les faites en UTC, il n'y a pas de changement d'heure d'été, d'heure d'hiver. Donc il n'y a pas de souci. Okay. Mais faites attention à bien les faire en UTC. Quelques questions que je me suis posées. Est-ce que DST varie toujours d'une heure? Enfin, en gros, est-ce qu'en changement d'heure d'été, d'heure d'hiver, c'est tout le temps un shift d'une heure? En fait, il faut savoir que par le passé, les shifts pouvaient être de 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, voire 2 heures. Aujourd'hui, c'est 1 heure partout, sauf en Australie, en fait, dans les Lordau Islands, où le shift est de 30 minutes. C'est le seul cas que j'ai trouvé qui n'avait pas un shift d'1 heure. Mais, du coup, prenez pas comme acquis qu'un changement d'heure d'été et d'heure d'hiver, c'est juste je rajoute ou je soustrais 1 heure, quoi. Ça peut être des minutes. Ok. Autre question, peut-on avoir plus de 2 shifts par an? La réponse est oui. L'exemple typique, c'est qu'au Maroc, si le ramadan tombe pendant DST, ils reviennent en non-DST, juste pendant la période du ramadan. À la fin du ramadan, ils reshiftent en DST. Donc en gros, ils ont 4 changements d'heure dans l'année si le ramadan tombe pendant DST. Le truc qui est un peu embêtant avec le ramadan, c'est que en fait, on n'est pas capable de le prévoir très longtemps à l'avance.
En gros, ça dépend de la lune. Enfin, je suis pas expert dans le sujet, mais en gros, on sait 3-4 semaines avant le début du Ramadan. En gros, on ne sait pas trop de 24. Enfin, en gros, c'est à 24 heures près. On ne sait pas trop si ça va être tel jour ou tel jour. Et on le sait en gros que 3 semaines avant. Donc du coup, les règles de changement d'heure d'été dans Yana, enfin les time zones Yana là, sur le Ramadan, je pense que ça doit être pas évident à gérer dans ces cas-là. Ok. Bon, alors maintenant on va partir dans une partie où on va explorer quelques idées reçues. Il y a 24 heures dans une journée, 365 jours dans une année. Bon, ça, je pense que vous voyez où c'est que je veux en venir. Les années bissextiles, premièrement. Donc il n'y a pas tout le temps 365 jours dans une année. Juste pour vous rappeler les règles sur les années bissextiles, donc c'est tous les 4 ans, sauf les années séculaires, donc sauf si vous êtes multiple de 100, sauf si vous êtes multiple de 400. Donc ça veut dire que 2000, c'était une année bissextile, malgré qu'elle soit un multiple de 4, c'était un multiple de 100, mais c'était aussi un multiple de 400, donc bissextile. Par contre, 2100 ne le sera pas, c'est un multiple de 4, mais c'est un multiple de 100. Donc, et c'est pas un multiple de 400. Cette règle-là de sauf année séculaire, sauf année multiple, c'est la principale différence qu'il y a entre le calendrier grégorien et le calendrier julien, pour information. Une journée fait 24 heures, bah pas tout le temps. Quand on change d'heure, typiquement, bah une journée fait soit 23 heures, soit 25 heures. Okay. Donc ça me fait arriver à une question. Qui a raison entre ces deux méthodes ? En gros, vous avez une méthode qui prend une date time en entrée et qui fait un plus days quand on a une date time, et un autre qui fait un plus hours 24. Qui a raison ? En fait, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. C'est en gros la réponse, c'est qu'est-ce que vous voulez faire en fait. Est-ce que vous voulez absorber le changement d'heure ou est-ce que vous voulez pas l'absorber ? En gros, si vous faites un plus days one et que vous avez un changement d'heure entre votre date de début et votre date de fin, vous allez l'absorber. En gros, vous êtes à 10 heures aujourd'hui, vous faites plus days one, il sera 10 heures encore demain malgré le changement d'heure. Si vous faites un plus hours 24, vous allez vous manger un delta d'une heure entre votre date de départ et date d'arrivée. Donc faites attention à utiliser les bonnes échelles de temps quand vous faites des manipulations sur les dates. Okay ? Et donc ça vaut tout pareil pour les années. Fun fact, et alors là celui-là est pas mal. Le 30 décembre 2011 n'existe pas dans les îles Samoa. Voilà. En fait, ils ont shifté de UTC-13 à UTC plus 10, à UTC plus 11, pardon. Du coup, ça fait 24 heures. Du coup, il y a un jour entier qui n'existe pas. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, là, le bug sur le calendar, quand vous êtes dans les îles Samoa et que vous pouvez sélectionner le 30 décembre et que ça n'existe pas, bon, ben, il y a un problème, quoi. Ok. Autre idée reçue, comparer des dates, c'est facile. Alors, je ne sais pas si vous voyez où est le problème ici. En gros, j'ai deux dates en entrée. Je fais un object equals sur ces deux dates. Je retourne un booléen. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? En gros, la question, c'est est-ce que vous voulez faire une égalité ou est-ce que vous voulez faire une identité sur les dates ? En fait, en Java, en tout cas, si vous avez deux dates qui ont exactement le même timestamp, mais qui ont des time zones qui sont différentes, donc là, en gros, Berlin ou Paris, votre equals, il va retourner false, parce que les time zones sont différentes. Par contre, vous avez une méthode isEqual, qui, elle, est agnostique de la time zone, qui va vous retourner true dans ce cas-là. Okay. Donc là, ça c'est un exemple en Java, mais encore une fois, posez-vous la question sur votre librairie quand vous faites des comparaisons de dates. Est-ce que vous êtes bien time zone agnostique ou pas ? C'est important. Encore une idée reçue, l'objet JavaScript, c'est de la balle. Bon, en JavaScript, il y a plein de... Enfin, je pense que je pourrais tenir des dizaines et des dizaines de minutes sur les... Mais bon, je vais avancer assez vite. Donc là, en gros, l'idée, c'est si vous utilisez le constructeur de date et que vous passez des slash ou des tirets, bon, bah, vous allez avoir un résultat différent parce qu'il y en a un, il va croire que c'est une date locale et d'autres, c'est une date UTC. Donc vous allez prendre un shift UTC dans les dents d'un côté ou pas de l'autre. Ou pas de l'autre, ouais. Donc typiquement, si cette date-là, vous la faites saisir en champ texte à votre utilisateur, faites attention à ne pas lui laisser le loisir d'utiliser le séparateur slash ou tiret, parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Il y a plein d'autres blagues. Bon, les mois qui commencent à 0. Il n'y a pas de gestion des time zones et d'internationalisation. Et surtout,
et c'est surtout celui-là qui est le plus embêtant, c'est que les time zone offset sur les vieilles dates, donc ce que j'appelle les vieilles dates, c'est tout ce qui est antérieur à l'époque, donc antérieur à 1970, c'est complètement pété. Et il n'y en a pas un qui a raison et l'autre qui a tort, c'est pété partout en fait. Donc faites attention quand vous faites saisir des dates, typiquement des dates de naissance, parce que c'est ce qui arrive souvent. Sur les dates antérieures à 1970, on est souvent en train de parler de dates de naissance. Faites attention à ne pas faire calculer le time zone offset à votre browser. En gros, pour une date de naissance, n'envoyez pas un timestamp, envoyez juste la date. D'accord. Parce que le timestamp, il risque d'être faux. Vous risquez d'envoyer un timestamp qui est mauvais parce que son offset n'a pas été bien calculé par votre navigateur. La conclusion par rapport à JavaScript, c'est vraiment utiliser une librairie. N'utilisez pas l'API de base, en tout cas aujourd'hui. L'API est en train d'être faite, mais aujourd'hui, moi j'aurais tendance à vous conseiller d'utiliser une librairie, Moment.js, Day.js, Luxon, DataFNS, si vous pensez que Moment, pas complètement à tort, que Moment.js est un peu trop volumineux pour ce qu'elle fait. Mais en tout cas, utilisez une librairie qui va vous donner une API qui va vous éviter de vous tirer une balle dans le pied. Bon, on devrait avoir fait le tour de toutes les règles bizarres. Eh ben non, il en reste quelques-unes que je vais parcourir très vite. Il y a les numéros de semaine. Les numéros de semaine, le truc important, c'est qu'en ISO, la définition ISO du numéro de semaine, c'est que, en gros, si le cas problématique, c'est que votre semaine elle est à cheval sur une année et une autre. En gros, le numéro de semaine devient de l'année en cours si le jeudi de votre semaine est sur l'année en cours. Parce que jeudi, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. La majorité des jours de la semaine sont sur l'année en cours, donc on considère que le numéro de semaine, c'est l'année en cours. Donc on peut tout à fait avoir des numéros de semaine. Ça veut dire qu'on peut tout à fait avoir des numéros de semaine en 2015 pour une date qui est en 2016. D'accord ? Donc faites attention, le numéro de semaine, généralement préfixez vos dates, vos numéros de semaine avec l'année, histoire que vous ayez un discriminant pour savoir que votre numéro c'est de cette année-là et pas qu'il n'y ait pas un doute en fait. Je ne sais pas si vous savez que le premier jour de la semaine peut varier en fonction des cultures. Donc en ISO 8601, le premier jour de la semaine c'est le lundi, mais il y a plein d'endroits dans le monde où ça peut être le samedi ou le dimanche, le premier jour de la semaine. Et puis ça, c'est vraiment le gros morceau, les chronologies. Alors en fait, nous, on est très habitués à notre calendrier grégorien qui est utilisé par la norme ISO. Mais en fait, il y a plein de cultures qui n'utilisent pas ce calendrier-là. Il en existe plein d'autres. En fait. Il y a le calendrier julien, éthiopien, bouddhiste, islamiste, copte. Il y en a plein. Et en fait, ces calendriers, ils amènent plein de règles différentes sur le calcul de l'année de départ, des années bissextiles, j'en passe et des meilleurs. Et le cas le plus représentatif, c'est que en 2019, je ne sais pas si vous avez vu l'information, mais il y a eu un changement d'air au Japon qui est arrivé en 2019. Et en fait, c'est la première fois qu'il change d'air depuis l'avènement de l'informatique. Et en fait, une ère, c'est une nouvelle chronologie, il y a de nouvelles règles, etc. Et je pense qu'ils ont pas mal de bugs en fait à cause de ça. Nous, on n'est pas trop concernés parce que, enfin moi en tout cas, j'ai jamais travaillé sur des applications qui étaient utilisées au Japon, mais je pense qu'il peut y avoir des trucs. Je touche du bois en fait, en tout cas, de ne pas avoir à travailler sur une application qui doit utiliser des calendriers différents. Je pense que ça serait à s'arracher les cheveux, mais soyez-en conscients qu'il existe ces notions-là de chronologie. Ok. Maintenant, on va essayer de voir quelques bonnes pratiques que j'ai glanées ici et là de la vie réelle. Votre time zone, enfin vos serveurs, tous vos serveurs doivent être en UTC. Ça, c'est vraiment la chose hyper importante. Donc, que ce soit au niveau de votre OS, que ce soit au niveau de votre DB, que ce soit au niveau de votre serveur d'application, mettez-vous en UTC partout. À ça, il y a deux arguments pour ça. On l'a vu un peu avant, UTC il n'y a pas d'histoire d'heures d'été et d'heures d'hiver en UTC. Donc c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de discontinuité en fait dans les heures qui passent. Donc rien que ça résout beaucoup de problèmes. Et puis l'autre argument que j'aurais tendance à avancer sur le fait de dire votre serveur il est en UTC, c'est qu'on a la chance en tant que Français de ne pas être nous en UTC.
Notre time zone, c'est GMT+1 ou GMT+2. Et du coup, si votre client, votre navigateur, qui généralement utilise la time zone, votre time zone locale, donc votre UTC+1 ou UTC+2, si votre client du coup a une time zone qui est différente de celle de votre serveur, c'est là que vous allez voir apparaître les bugs. Alors que si la time zone de votre serveur c'est exactement la même que la time zone de votre client, il y a plein de bugs que vous n'allez pas voir parce que ça va bien marcher. Et en fait, c'est juste que vous avez fait l'autruche, vous avez mis la tête dans le sable et ça marche bien, quoi. Donc vraiment, si vous voulez détecter des bugs, faites en sorte d'avoir une time zone différente entre votre serveur et votre client et privilégiez du coup UTC. Un autre cas que je rencontre assez souvent en fait en discutant avec des collègues, c'est le cas de ce que j'appelle l'intervalle de temps implicite. En fait, typiquement, imaginez une application toute bête qui veut, où en fait on a ces enregistrements-là en base de données, donc ils ont une date de création qui est en UTC, très bien, avec un message tout bête et un identifiant. Côté front, on a une IHM qui nous demande je veux récupérer tous les messages qui ont été publiés à telle date. Donc là, je suis en train de saisir ici la date là, ce dont il faut être conscient, c'est que c'est une date locale. En fonction de là où je me trouve dans le monde, ça ne va pas correspondre à la même fenêtre temporelle. Okay. Et du coup, il y aurait trois API, il y aurait trois types d'API qu'on pourrait faire par rapport à ce use case-là. Première API qui est clairement le mauvais choix, qui est de dire j'ai fait saisir à mon utilisateur une date, je l'envoie telle qu'elle à mon serveur et puis il va se débrouiller. Ça, c'est plutôt une mauvaise idée parce que votre serveur ne va pas connaître le time zone offset de cette date-là. Il ne va pas savoir que vous êtes en France. Et du coup, il ne va pas savoir. Enfin, en gros, il va devoir hard-coder quelque part le fait de dire je considère que c'est de l'UTC ou je considère que c'est de l'UTC+2 et puis le jour où il y aura un changement d'heure diverge, ça sera plus bon. Donc, clairement, le premier point, il n'est pas bon. Pour y remédier, on pourrait se dire, en plus de ce truc-là, j'envoie la time zone. Et du coup, j'envoie Europe-Paris. Sur ce deuxième exemple, il peut s'en sortir. L'inconvénient de ce deuxième exemple, c'est que vous pouvez, si vous n'implémentez pas bien les choses côté serveur, potentiellement, vous pouvez mal faire les choses. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que, ok, vous faites saisir qu'un et un seul champ à votre utilisateur. Mais en vrai, c'est quoi que vous voulez faire là, fonctionnellement ? En fait, vous voulez récupérer tous les messages entre le 9 février 2019 à minuit de ma time zone jusqu'au 9 février 2019 à 23h59 de ma time zone. Et là, vous êtes en train de dire, je veux récupérer des messages sur une range de dates, en vrai. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire là-dessus, sur un use case comme ça, utilisez une range de dates. Ok ? Alors après, vous pouvez peut-être faire des checks côté serveur pour vérifier que vous ne pouvez pas envoyer une range de date de 10 ans ou des choses comme ça parce que vous voulez pas retourner 10 milliards de données. Mais pour moi, le contrat là, de cet écran, c'est vous travaillez avec des ranges de date. Et donc ça, c'est un des points importants sur tout ce qui est ce que j'appelle les date search patterns, donc tout ce qui est recherche sur des dates uniquement. Donc en gros, vous avez une date, vous n'avez pas d'heure, vous avez juste une date en entrée. C'est que, en fait, bon, j'ai pas envie d'être dogmatique sur ce point-là, mais en fait, je me suis forgé, au fur et à mesure de mon travail avec les dates, c'est que je me suis forgé une conviction qui était très forte sur le fait que quand j'avais une recherche avec juste une seule date, ça sentait plutôt mauvais. Généralement, c'est des ranges de dates qu'on utilise. Okay, donc, si en gros vous avez une API où vous prenez en entrée juste une date, commencez un peu à vous poser la question, est-ce que c'est toujours valide ce truc-là ? Est-ce que je ne devrais pas le remplacer par une range ? Faites si possible les conversions côté appelant. Alors là, il y a une astérisque parce que, je vous ai dit, sur les vieilles dates antérieures à 1970, votre navigateur, il n'est pas forcément tout le temps très bon sur les time zone offset. Donc faites attention, c'est mieux quand même de le faire côté appelant, mais si vous êtes sur des vieilles dates, c'est peut-être pas forcément la meilleure des idées. Et le dernier point, c'est que sur des dates uniquement, vous stockez et recherchez vos dates en UTC. En fait, stockez tout en fait en UTC et faites vos conversions de recherche en UTC. Ça, c'est un point assez important.
Autre point, alors on a vu les dates sans heure, maintenant on va voir les heures sans date. Une heure sans date, le cas typique, c'est j'ai un magasin qui ouvre à 9 h du matin tous les jours de la semaine, ou j'aimerais planifier une réunion à 15 h tous les lundis. Vous avez une heure, mais vous n'avez pas de date rattachée, et souvent vous allez rattacher une date a posteriori à cette heure pour calculer un vrai moment dans le temps sur une frise que vous pourriez mettre sur une frise chronologique. Le bon mode de fonctionnement sur ces exemples-là. Alors, je prends un use case typique qui est, on est le 8 mars, on est à Bordeaux, on est le 8 mars, et je crée un événement qui est, j'aimerais planifier une réunion à 15 h, je suis en time zone Europe Paris, tous les lundis. Comment ça va se représenter, ce truc-là ? Le bon mode de représentation, c'est de dire 15 h et c'est de dire Europe Paris. C'est hyper important de stocker la time zone, là encore. Vous allez voir pourquoi. Premier algo. Alors, en gros le truc en haut là, je l'ai stocké sous forme de 15 h Europe Paris dans ma base de données. Maintenant, mon objectif, c'est de dire j'ai envie de récupérer la réunion du dernier lundi d'avril. Okay. Bon, le dernier lundi d'avril, je le calcule, ça c'est assez facile. Je trouve que c'est le 29 avril 2019, et ce truc-là, c'est une date locale. C'est une date sans heure rattachée. Je suis pas capable de le représenter sur une frise chronologique. C'est juste une date comme ça. Et je vais vouloir y rattacher par contre une heure. Donc, je vais rajouter la composante heure là, de mon 15 h, et à partir de juste, en fait, si on fait abstraction de ce truc-là, à partir juste du 29 avril 2019, 15 h, je vais être capable de savoir qu'à ce moment-là, pour Europe Paris, je serai en UTC+2. Si j'avais pas eu l'information Europe Paris, je n'aurais jamais pu savoir si j'étais en UTC+2, UTC+1, whatever. Okay. Attention, ici, il y a des cas exceptionnels. Potentiellement, là, si c'est 2h30 du matin et que vous avez un changement d'heure, la date n'existe pas. Okay. Donc là, et potentiellement aussi, si c'est le changement d'heure dans l'autre sens, votre heure là existe deux fois. Donc laquelle il faut prendre. Okay. D'où la question que d'où le warning que je vous ai donné au début. Attention, comment se comporte votre lib. Et puis à partir de cette date-là, on peut très facilement faire des translations sur des dates dans d'autres time zone offset. Il n'y a pas de souci, il suffit juste de faire des soustractions par rapport au time zone offset. Donc là, en American New York, ça sera une réunion à 9 h du matin. Donc sur les time only patterns, les conclusions, c'est vraiment stocker la time zone de l'utilisateur ayant saisi l'heure. Si vous ne la stockez pas, vous allez avoir des problèmes. Et ça, c'est vraiment non négociable. Quand vous travaillez juste avec des heures, il faut absolument stocker la time zone. Évitez de stocker votre time dans un date time. Donc, j'ai déjà vu ça. Je n'ai pas envie de faire de délation, mais une heure stockée dans un date time, souvent, votre SGBD, il vous le stocke le 1er janvier 1970, un peu arbitrairement. Des fois, vous prenez du coup un shift de 2 heures parce que votre heure, il la stocke en UTC, et puis, bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Le meilleur format de stockage, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, là, c'est une chaîne de caractères, 15 h 00, et ça suffit, quoi. Et puis quand vous faites si vous avez une API pour faire une recherche comme je le montrais tout à l'heure, ça peut être intéressant que votre API prenne en entrée la time zone cible dans laquelle vous voulez aller. Comme ça, c'est votre serveur qui fait les traductions, et c'est pas votre navigateur sur lequel on a vu qu'il y avait des potentiels problèmes de time zone offset. C'est plutôt votre serveur qui fait les translations. Le pendant, donc date only pattern. Utiliser une structure de données ad hoc. Donc là, on est vraiment en train de parler des dates uniquement, sans heures. Utiliser une structure de données ad hoc, donc ça veut dire utilisez pas un date time, votre API, n'utilisez pas un date time quand vous représentez juste une date. Votre date time va vous permettre d'ajouter des minutes, d'ajouter des secondes, alors que ça n'a aucun sens sur un objet de date sans heure. Donc typiquement là, on est en train de parler de local date par exemple. Local date, il ne va pas vous permettre de calculer une durée en heures entre deux local dates. Ça n'a aucun sens. Il va vous permettre de calculer un delta en jours. Ça, ok, ça a un sens. En heures, ça n'a aucun sens. Évitez de stocker votre date dans un date time. Donc ça, c'est un peu pareil que le slide précédent. Alors là, je serai un peu moins intransigeant.
parce que ce n'est pas si embêtant de stocker ça sous la forme d'un datetime. Si par contre je peux vous donner une astuce, si vous n'avez pas le choix, en gros vous n'avez pas le choix, vous êtes sur du legacy, vous n'avez pas envie de tout péter, évitez de stocker à minuit UTC vos dates, stockez-les plutôt à 12 heures UTC. Pourquoi ? Parce qu'à 12 heures UTC, en gros, vous n'allez pas. Je pense que vous êtes souvent pris un bug sur une date où vous shiftez de 2 heures en arrière, vous retrouvez à une date à 22 heures la veille, et du coup votre date n'est plus bonne. Vous avez un décalage d'une heure. Si vous stockez à 12 heures UTC, de ce shift, vous restez toujours sur la même date. Sauf si vous êtes en UTC-14 ou UTC-13, ce qui arrive pas si souvent que ça. Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais au moins, en fait, vous mitigez la proportion de bugs que vous pouvez avoir. Dernier point, et là je vais très vite, c'est les local datetime. Faites très attention à les éviter. Absolument. Une local datetime, c'est un datetime, donc une heure et une date qui n'a pas de time zone. Donc, en gros, vous avez une date, vous avez une heure, mais vous n'êtes pas capable de représenter ça sous la forme, sur une frise chronologique. Et ça, pour moi, c'est embêtant. Parce que, sauf cas vraiment exceptionnel, je ne vois pas quel est le bon use case, à part si vous faites du front en Java, genre du JavaFX. Ok, pourquoi pas des local datetime, mais sinon, si vous faites du web, pour moi, ça n'a aucun sens d'utiliser des local datetime. Local date, local time, pas de souci. Local datetime, no way. Et puis, il y a plein d'arguments sur ce blog post qui sont très bons. Pour conclure, considérez bien toutes les perspectives. Faites bien la distinction entre heure standard et heure locale. Les time zones, elles changent potentiellement rapidement, donc mettez régulièrement à jour vos TZ data. Évitez de stocker des dates dans le futur. Si vous n'avez pas le choix, stockez la time zone avec votre date. Lors d'une opération sur les dates et les heures, utilisez la bonne échelle de temps. Ne faites pas confiance à l'objet date en JavaScript. Sur votre base de données, stockez et recherchez en UTC. Interrogez-vous lorsque vous faites des recherches sur des dates uniques qui ne sont pas des ranges. Il y a peut-être un loup. Et surtout, ne prenez rien comme acquis, questionnez-vous tout le temps. Je savais qu'il y avait plein de règles cheloues sur les dates et les heures en préparant ce talk, et j'en ai trouvé encore plus. Et je pense que je suis loin d'être exhaustif. Donc vraiment, posez-vous vraiment plein de questions quand vous utilisez des dates. Je vous remercie. Si vous avez des questions.